tous, bienvenue sur ce 5e chapitre de la série des webinaires consacrés à la réforme de l'apprentissage. Je suis Aurélie Delgov, la coordinatrice formation et compétences pour la Fédération des OGEC. Et donc nous allons vous présenter en fait ce webinaire qui s'intitule donc recruter un apprenti et pourquoi pas vous. Donc l'objet en fait de ce webinaire, centré en fait sous l'angle employeur, c'est d'étudier l'opportunité en fait d'intégrer dans vos structures des apprentis. C'est également présenter en fait le dispositif du contrat d'apprentissage, présenter le contrat d'apprentissage comme un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre à un besoin de recrutement, mais aussi anticiper et se donner le temps sur une nouvelle embauche par rapport à, en fait, à un nouveau poste. On va également vous présenter donc les avantages des préconisations dans le cadre en fait d'une embauche sur un contrat d'apprentissage. Et c'est aussi pour nous l'occasion de faire la promotion en fait de ce typologie de contrat, puisqu'en fait l'objectif c'est de développer l'apprentissage dans la branche et de faire qu'il y ait dans chaque OGEC un apprenti. Pour animer ce webinaire, je suis accompagnée de Jacques Pelâtre, chef d'établissement du lycée Saint-Aspect à Melun, et Émilie Julien, directrice de l'agence Excellence Pro. Donc, je les invite à se présenter. Bienvenue. Honneur aux dames. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc Émilie Julien, la directrice de l'agence nationale Excellence Pro, qui est une structure donc, qui vise à accompagner les établissements dans le développement de l'apprentissage et à donner de la visibilité sur les activités à apprentissage dans l'enseignement catholique. Et enfin, aider les établissements à collecter la fraction de 13% de taxes d'apprentissage. Donc, moi, Jacques Pelâtre, donc chef d'établissement de l'institution Saint-Aspect. Alors, c'est un lycée polyvalent, donc lycée professionnel, lycée technologique, lycée général, et qui a aussi de l'enseignement supérieur et qui a développé l'enseignement supérieur essentiellement en alternance, ce qui fait que c'est vrai que l'apprentissage est quelque chose d'important pour moi, tant pour, je dirais, les jeunes que nous avons dans notre école, mais aussi l'alternance est important dans notre façon de concevoir le renouvellement des postes ou les nouveaux postes que nous pouvons mettre en œuvre au sein de notre institution. C'est pour ça que je rebondis par rapport à la phrase que vous apercevez, l'alternance, une solution efficace pour optimiser vos recrutements et préparer les jeunes à vos métiers. En effet, l'alternance, et surtout, je dirais qu'il y a un effet d'aubaine, on y reviendra un petit peu en ce moment, ou d'opportunité, en tout cas, est une solution efficace parce que ça nous permet d'acculturer des jeunes à notre façon de fonctionner. Nous sommes quand même une branche très particulière, hein, nous, l'enseignement catholique, et d'autre part, ça nous permet de réfléchir et d'optimiser nos fiches de poste et de faire en sorte de faire grandir ces jeunes qui ne demandent qu'à intégrer nos établissements, mais qui ne savent pas que c'est possible. Pour eux, c'est quelquefois quelque chose, ils sont surpris de voir le nombre de métiers qu'il peut y avoir dans un établissement, quel qu'il soit, que ce soit un petit établissement d'ailleurs, que ce soit un établissement plus important ou un très gros établissement. Nous avons la chance d'avoir dans nos métiers, dans nos collaborateurs, de multiples compétences et de multiples métiers. Voilà, c'est pour ça que je tenais à dire que c'est important, c'est une solution efficace en tout cas, surtout dans cette période où nous avons besoin de renouveler d'une façon importante, je dirais, nos personnels. Il y a beaucoup de personnels qui partent en retraite et il y a de nouveaux métiers qui apparaissent petit à petit au sein de nos institutions. Merci Jacques pour cette introduction. Donc je vous invite à pouvoir en fait transmettre les questions via le chat que vous trouvez en fait sur le module du webinaire. Le support sera disponible ainsi que le replay sur le site internet de la FNOGEC d'ici à demain. Donc il va y avoir 30 minutes de présentation, 15 minutes d'échange. Du coup, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Donc la présentation se découpe en 4 parties. Il y a une présentation générale du dispositif avec la présentation du contrat, les éléments en fait concernant la rémunération. Il y a les avantages en fait que vous avez à recruter dans le cadre de l'apprentissage et notamment des aides financières qui sont importantes. On verra aussi un volet
de mise en pratique, comment est-ce que je fais pour conclure un contrat d'apprentissage, les procédures, les documents, le dépôt, et enfin tout le dispositif d'accompagnement sur la mise en œuvre dans nos établissements de ce contrat en apprentissage. Jacques, peut-être que vous pourriez faire un premier retour sur l'apprentissage dans votre établissement. Alors, l'année prochaine, nous aurons dans notre établissement 6 apprentis qui correspondent à des métiers totalement différents les uns des autres. Nous avons bien sûr des métiers support tels que administratifs. Nous avons aussi des apprentis commerciaux qui vont rechercher des contrats dans les entreprises. Alors, il y a toujours quelqu'un pour les seconder. Nous avons aussi un apprenti dans la communication et nous avons, je dirais, des apprentis informatiques, puisque nous développons énormément et cette pandémie nous a fait développer énormément tout ce qui est numérique et nous a montré un petit peu l'importance d'être capable de répondre d'une façon efficace, je dirais, au support que les enseignants nous demandaient et ainsi de suite, et de répondre aux pannes qui pouvaient résulter de l'utilisation d'une façon importante du numérique. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a permis de repenser d'une façon différente. Ça fait 2-3 ans qu'on repense d'une façon différente nos recrutements, ce qui ne veut pas dire qu'on ne recrute pas d'une autre façon, mais on est rentré dans une phase où on s'est dit il est important d'amener des jeunes chez nous qui ne nous connaissent pas et d'amener des jeunes avec des compétences que nous n'avons pas en interne, des compétences donc qu'on recherchait, et de l'extérieur, et de les faire grandir avec nous et de les acculturer à notre branche. Parce que je reviens par rapport à ça, nous sommes quand même une branche très particulière. Notre production, nous, c'est les jeunes, et c'est une production particulière, et en plus, il y a des enjeux pédagogiques extrêmement forts qui font que nous sommes obligés de nous réinventer un petit peu, et l'apprentissage est un moyen par rapport à ça d'amener de nouvelles compétences pour nous permettre d'offrir la meilleure qualité de service, parce que nous sommes une entreprise de service, au niveau des parents et au niveau des jeunes qui nous sont confiés. Alors après, on peut peut-être rentrer, Jacques, dans le vif du sujet et présenter à notre audience là, le dispositif apprentissage. Et il nous a semblé, pour commencer, qu'il pourrait être intéressant de refaire un petit détour sur l'alternance de manière générale pour bien distinguer le fait qu'il y a 2 dispositifs dans l'alternance, le dispositif apprentissage et le dispositif contrat de professionnalisation, qui était historiquement plus pratiqué dans nos établissements que le dispositif apprentissage. Et il y a quelques points importants à retenir sans vous évoquer tous les points qui sont listés dans cette slide. C'est que l'apprentissage, c'est un dispositif qui s'intègre dans la formation initiale des jeunes, tandis que le contrat de pro s'intègre dans la formation continue. Donc, l'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, tandis que des contrats de pro, on peut en faire tout au long de sa vie, à partir du moment où on est demandeur d'emploi. On est sur des contrats de travail qui ne se structurent pas de la même manière en termes de volume de formation et volume de présence en entreprise, mais également qui sont sur des modes de financement très différents. La rémunération, la grille de rémunération des apprentis n'est pas la même que celle en contrat de professionnalisation. On le verra en détail un peu plus loin, elle est un petit peu plus attractive pour les employeurs concrètement. Et sur le mode de financement de la formation, les contrats d'apprentissage sont financés sur un forfait, tandis que les contrats de prof sont financés à l'heure de formation dispensée. En tout cas, sans vouloir vraiment représenter tout le contrat de pro, et vous pourrez prendre connaissance de ces éléments a posteriori du webinaire, il nous paraissait important que vous distinguiez bien la différence entre ces 2 dispositifs. Et aujourd'hui, on avait surtout envie de s'arrêter sur l'apprentissage. Parce que pour mémoire, Jacques, ce dispositif n'est pas nouveau. Et ce n'est pas la première année que vous recrutez des apprentis, il me semble. Ce n'est pas la première année, mais c'est quelque chose pour lequel l'enseignement catholique n'avait pas l'habitude de fonctionner. En effet, on fonctionnait parfois en contrat pro, et c'est vrai qu'on avait des contrats professionnels chez nous. Par contre, l'apprentissage est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi faire confiance aux jeunes, faire découvrir que nous ne sommes pas seuls, parce que ça, je crois que c'est un avantage important, c'est que nous sommes une structure relativement éclatée, mais autour de nous, nous avons forcément des écoles capables d'accueillir des apprentis. Donc, c'est quelque chose d'important et qui font partie de notre réseau. Donc, c'est vrai que cet apprentissage qui date, je
je crois que c'est marqué sur le 1919. Ouais. Et quelque chose que nous découvrons, nous, plus particulièrement maintenant, mais c'est aussi parce que ça correspond, je dirais, aussi à une demande des pouvoirs publics, mais aussi une demande des jeunes qui recherchent finalement à avoir une formation qui allie en même temps l'école et aussi la formation professionnelle. Ils acquièrent comme ça une expérience professionnelle et on sait très bien l'importance pour embaucher quelqu'un de l'expérience professionnelle. Donc c'est vrai que l'apprentissage est quelque chose qui dure depuis longtemps. Maintenant, alors je reviens à notre branche parce que c'est vrai que c'est extrêmement important, notre branche, et c'est vrai qu'il faut que notre branche s'acculture à ce mode de fonctionnement et à ce mode de recrutement, hein, petit à petit, pour pouvoir justement, comme le disait Aurélie tout à l'heure, avoir un OGEC, un apprenti. Je crois que c'est ça, c'est aussi l'œuvre que nous devons, nous, enseignement catholique, faire, parce que la jeunesse a besoin de nous aussi, hein, pour rentrer dans le monde du travail. Et il faut que l'enseignement catholique y participe. Alors peut-être on peut rentrer maintenant plus précisément dans les caractéristiques du contrat de travail, justement, des apprentis, parce que le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier. D'une part, de par la forme, parce que c'est un CERFA spécifique, on vous le présentera tout à l'heure. Il dispose d'une période d'essai de 45 jours qui sont non consécutifs en entreprise, peu importe la durée du contrat, que ce soit un contrat de 6 mois ou de 3 ans, la période d'essai, c'est toujours 45 jours. Dans le cadre de l'apprentissage, il est impératif qu'il y ait un maître d'apprentissage qui accompagne dans l'entreprise l'apprenti. On en parlera un petit peu plus également dans la mise en œuvre du dispositif. Et bien sûr, vous le savez tous, on le comprend bien, le principe de l'apprentissage, c'est l'alternance entre des périodes en formation et des périodes en entreprise. Mais point important qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le jeune, dans le cadre de l'entreprise, de ses périodes en entreprise, est aussi en apprentissage de son métier. Donc, on apprend en centre de formation et en entreprise. Et comme donc déjà je vous le disais, le contrat d'apprentissage doit durer la même durée que le cycle de formation. D'accord ? Il ne peut pas faire une année plus longue ou que le cycle. Donc, une fois que le jeune a obtenu sa formation, on arrive à la fin de son apprentissage. Alors, un point vraiment non négligeable du dispositif est la grille de rémunération. Il fallait absolument qu'on vous la partage et également qu'on vous sensibilise à la façon de la lire. Le jeune, en fait, est rémunéré en fonction de son âge et de sa situation en formation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte le niveau du jeune dans son cycle de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous embauchez un jeune qui suit une formation de bac pro, quand il est en terminale, par exemple, il est sur la 3e année de son cycle de formation. Et donc, il y a de grandes chances qu'il soit mineur, donc il sera sur une rémunération à 55% du SMIC. Et alors, un autre point de vigilance, attention, pour les personnes qui ont plus de 26 ans, c'est le SMIC ou le salaire minimum conventionnel. Et nous avons un accord de branche sur le salaire minimum conventionnel qu'il faudra veiller à prendre en compte pour les jeunes de plus de 26 ans. Voilà sur la rémunération. On pourra en reparler un peu plus loin sur les points de vigilance. Le cœur de l'enjeu, c'est vraiment de se porter sur les avantages de ce dispositif que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Ils sont nombreux. Déjà en tant qu'employeur, Jacques, il me semble que tu as à la fois des apprentis pour renforcer des postes, mais également sur des nouveaux champs d'activité. Oui, c'est ça. En fait, l'avantage, c'est que dans nos structures, nous avons réfléchi, tout à l'heure, Aurélie parlait de GPEC, nous avons pensé un petit peu quelles sont les compétences, et ça, les entretiens professionnels que nous faisons nous aident à former nos personnels et à les faire grandir en compétences, mais on se pose aussi d'autres questions qui sont quelles sont les compétences dont nous allons avoir besoin dans les années futures. Donc, c'est-à-dire, ça nous oblige à anticiper les choses. Et c'est vrai que cette anticipation est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, par rapport à ça, c'est de dire, il nous manque telle compétence. Et quand on a fait ce travail, qui est un travail qui est relativement simple, que l'on peut faire avec
des adjoints, le DAF, ou alors avec des collègues chefs d'établissement, avec le président d'OGEC, enfin peu importe. Hein, tout ça nous permet ensuite de se dire quel type de recrutement l'on fait et de se dire, on peut choisir à ce moment-là de recruter, même sur des compétences qui sont en devenir chez nous, quelqu'un donc en apprentissage. Donc c'est ça. Deuxième chose, ça nous permet de renforcer et de tuiler finalement des départs. Donc ça veut dire aussi avoir anticipé sur les départs en retraite. Je reviens aux entretiens professionnels, à l'importance des entretiens professionnels, pour bien établir une sorte de plan de départ en retraite ou de départ des salariés, parce que je parle de la retraite, mais ça peut aussi être des salariés qui envisagent de quitter l'entreprise. Il faut avoir cette habitude, c'est-à-dire que nos salariés, on peut les faire grandir en compétences, ils peuvent décider de nous quitter, mais à ce moment-là, c'est nous d'anticiper cela. Et l'apprentissage peut être une solution aussi pour justement renforcer tous nos salariés et renforcer toutes les compétences que nous avons à l'intérieur de toutes nos équipes. Donc voilà. Ouvrir de nouveaux champs, et oui, ça aussi. Tout à l'heure, je parlais de nouvelles compétences. Je vais prendre un exemple. Excusez-moi, je suis très terre à terre, mais j'ai un CFA, et en même temps, c'est mixte, c'est UFA et CFA. Donc par rapport à ça, la nouvelle organisation de la formation professionnelle et surtout ce qui concerne la taxe d'apprentissage nous a obligés à renforcer un petit peu ce qu'on appelle le côté démarchage, dans lequel nous n'avions pas l'habitude. Nous, ce n'était pas dans notre démarche. On attendait plutôt les choses. Maintenant, il faut apprendre à aller les chercher. Et tout ça fait que nous avons recruté ce qu'on appelle des commerciaux. Et les commerciaux en apprentissage. Alors, c'est un commerce particulier, c'est aussi du lien avec les entreprises, c'est aussi donc on a besoin de les former par rapport à ça, on a besoin nous aussi d'avoir des outils pour nous permettre d'avoir des bases de données et ainsi de suite, aussi bien en interne, externe, à les chercher des contrats, parce qu'il y a plein de sites maintenant où on peut retrouver des contrats et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent et je pense que d'autres métiers pour lesquels on n'a pas encore pensé vont petit à petit arriver au sein de nos établissements. Donc, c'est vrai que ça permet d'investir dans quelque chose, dans de l'homme, tout en étant aidé et tout en l'acculturant un petit peu à ce que nous recherchons. Donc, c'est quelque chose de bien. Après, quand on disait anticiper les départs, on voit bien dans ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute cette démarche petit à petit qui est aussi un outil de management pour nous, chefs d'établissement, président d'OGEC, ou même, je dirais, un DAF quelconque. Quand je dis quelconque, ce n'est pas péjoratif, excusez-moi, c'est n'importe quel DAF, d'essayer d'anticiper, c'est-à-dire de prévoir. Parce que je crois que c'est ça, le monde que nous avons en ce moment nous oblige à encore plus anticiper qu'avant. Et donc ça, l'apprentissage est un bon mode, une bonne réponse à cette anticipation. Peut-être des évolutions professionnelles, alors là, on voit bien qu'on rentre dans deux lieux. S'il a moins de 26 ans, on peut le faire évoluer en apprentissage. Par contre, après, on peut le faire évoluer aussi, on peut avoir un contrat de professionnalisation. Donc, on rentre dans une autre... On voit bien que ce que disait tout à l'heure Émilie, c'est aussi, on peut trouver ça dans nos entreprises, c'est-à-dire petit à petit, changer, passer le contrat d'apprentissage, aller vers le contrat de professionnalisation. Ces deux contrats, qui ne correspondent pas tout à fait aux mêmes choses, sont quelque chose qui sont à prendre en compte et à faire en sorte qu'on les maîtrise de mieux en mieux pour pouvoir justement gérer au plus près nos établissements. Alors, après, au-delà des avantages RH, on a aussi des avantages financiers à recruter des apprentis. D'une part... Comment ? Je te laissais la parole pour ça. Merci, Jacques. Et on pourra revenir sur les avantages, puisqu'en fait, on va voir qu'ils sont nombreux quand on les met en perspective d'une expérience pratique en particulier. On se rend bien compte, on voit l'intérêt de recruter des apprentis. En l'occurrence, il y a également des aides pour soutenir l'embauche des apprentis. En dehors du plan de relance, dont je parlerai dans quelques minutes, il y a une aide unique aux employeurs d'apprentis pour les entreprises donc de moins de 250 salariés et l'embauche d'apprentis de niveau CAP et BAC, qui a été élargie, j'y reviendrai dans une minute. Il y a des exonérations également de cotisations sociales sur les salaires des apprentis, en fonction de la taille des entreprises. Il y a des aides pour l'embauche d'apprentis en situation de handicap et des déductions fiscales de la taxe d'apprentissage. Alors, on est
pas éligibles, donc rarement concernés, mais ça paraissait important de toutes les mettre et d'être exhaustif. Et il est important de vous sensibiliser sur le fait que cette année en particulier, dans le cadre du plan de relance Un jeune, une solution, le gouvernement a élargi les aides pour permettre à toutes les embauches de contrats d'apprentissage d'être soutenues. Si on embauche un jeune de moins de 18 ans, l'entreprise bénéficie d'une aide de 5 000 €, et quand le jeune a plus de 18 ans, une aide de 8 000 €, ce qui est très conséquent dans la mesure où quand l'apprenti a moins de 21 ans, ça couvre 100% du salaire de l'apprenti, ce qui est quand même non négligeable. Et quand le jeune a entre 21 et 25 ans, ça couvre 80% de son salaire et 45% de son salaire quand le jeune a entre 26 et 30 ans, en gros. Et ces aides, en fait, sont gérées par l'ASP, non pas l'ancien collecteur de taxes de l'enseignement catholique, mais l'ASP, l'Agence de services et de paiement de l'État, qui, à réception et enregistrement des contrats d'apprentissage, récupère les informations de l'entreprise et verse automatiquement tous les mois cette aide, de façon proratisée. Enfin, il est important aussi de parler des avantages pour les apprentis. Il n'y a pas que de notre côté que c'est bien l'apprentissage. Pour les jeunes aussi, il y a de nombreux avantages. D'une part, de pouvoir apprendre un métier, pas seulement à l'école, mais également en entreprise, et d'acquérir une expérience professionnelle, mais aussi ils bénéficient d'aucune cotisation salariale jusqu'à 79% du SMIC, ce qui rend quand même intéressant d'autant plus intéressante leur rémunération. Leur salaire exonéré de CSG et CRDS et de l'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC. Ils ont également des aides qui leur sont attribuées par l'intermédiaire de l'OPCO pour le premier équipement en l'occurrence. Et également, pour passer leur permis de conduire, ils ont une aide de 500 €, une fois qu'ils ont 18 ans, évidemment. Et enfin, comme les étudiants, ils ont une carte d'étudiant des métiers qui leur permet d'avoir les mêmes avantages que les étudiants pour le cinéma, les transports, les avantages tarifaires qu'on connaît pour les jeunes. Alors, peut-être, Jacques, tu veux rajouter un mot à ce sujet ? Oui, enfin, moi, au niveau des apprentis, pour l'instant, ce que j'ai à dire, c'est je prends les deux slides, hein, avantage pour l'apprenti et avantage pour l'employeur. Je crois que c'est une combinaison, on voit bien, qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire c'est gagnant pour le jeune et gagnant pour l'employeur. Donc là-dessus, c'est pour ça que c'est une opportunité. Alors c'est vrai que les 5 000 €, les 8 000 €, on a bien vu que c'était jusqu'à décembre 2021. Excusez-moi, je me rajeunissais, hein, donc par rapport à ça, 2021, donc par rapport à ça, il reste peu de temps, mais on est encore dans cette période. D'ailleurs, nous sommes dans cette période de recrutement, on va y revenir après, hein, pour les apprentis. Donc c'est vrai que c'est une aide non négligeable pour les OGEC. On sait très bien que les OGEC, on n'a pas une planche à billets et on ne va pas émettre comme ça, avoir des sous à droite à gauche. Ça nous permet de recruter quelqu'un, de se poser la bonne question, c'est-à-dire qui on recrute. Alors, on a plusieurs CV qui viennent, et ainsi de suite, et finalement de minimiser les risques. Et en plus, on la culture. Et lui, c'est tout bénéfice pour le jeune. On y vient dans une minute, juste parce qu'on va tout de suite rentrer dans le pratico-pratique, effectivement, Jacques. On voulait vous partager le fait qu'on a quand même déjà identifié qu'un certain nombre d'établissements recrutaient des apprentis, en particulier dans les CFA de l'enseignement catholique. On en identifie 520. Donc c'est une pratique, mais on voit bien qu'on peut aller plus loin. Et en l'occurrence, en pratique, comment ça se passe ? Je pense qu'il est important de mettre en perspective un peu une petite méthodologie pour envisager un recrutement en apprentissage. Je pense, Jacques, tu partageras, on commence toujours par des besoins. Ouais. Le principe est là, tout à l'heure j'en parlais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de quelles compétences avons-nous besoin dans nos OGEC, d'accord ? Et en fonction de ça, et quelles compétences on a déjà, et quelles compétences on n'a pas, quelles compétences qui vont partir. On voit bien qu'il y a à décliner un petit peu, c'est ce qu'on appelle faire de la gestion prospective des emplois et des compétences, et c'était pas à partir de ça qu'on va commencer à envisager de recruter. Alors recruter,
soit en apprentissage, soit autrement. Après, là-dessus, les deux solutions sont ouvertes, mais c'est aussi d'établir donc une fiche de poste. C'est donc établir des compétences, ainsi de suite. On ne peut pas recruter un apprenti comme ça, ah ben, je sens que j'ai besoin de... Non, non, non. Il faut être professionnel à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a bien établi, voilà les compétences qu'on attend, voilà ce qu'on va faire, voilà quelle aide, et ainsi de suite. Ensuite, on va essayer de trouver quelle formation va pouvoir faire en sorte que la formation rentre, les compétences rentrent dans tel type de formation. Pour cela, on peut se faire aider. On peut se faire aider parce que soit par un CFA local, il y a beaucoup on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de CFA au niveau de l'enseignement catholique, donc soit par peut-être par Émilie, entre autres aussi, il n'y a pas de souci, pour déterminer la formation correspondante qui va faire en sorte que nous allons maintenant aller chercher un apprenti. Alors, soit pour cet apprenti, soit au téléphone au CFA, d'accord? Et on lui dit, voilà, j'ai envie de recruter, voilà la fiche de poste, et ainsi de suite. Et donc, par rapport à ça, ils vont nous envoyer plusieurs candidats, et c'est nous qui allons faire notre choix. Donc, il y a toute une structure de recrutement à mettre en place, en sachant que ce sont des jeunes, c'est des jeunes qui ne sont pas formés. Donc, il faut bien se dire qu'on ne va pas attendre des exigences de quelqu'un de formé pour des jeunes. On va être sur, oui, qu'est-ce qu'il a fait avant, on va regarder un petit peu son curriculum vitae, ses centres d'intérêt, ainsi de suite, sa façon de s'exprimer, peut-être sa façon de s'habiller, enfin, peu importe, ce qui nous correspond, d'accord? Ensuite, donc là, alors j'ai switché un peu, c'est-à-dire que le CFA, là, enfin, nous sommes dans l'enseignement catholique. Nous avons un nombre non négligeable de CFA. Et donc, par rapport à ça, c'est bien, parce que ça aide d'abord nos CFA, d'essayer de recruter dans nos CFA. Alors, parfois, on ne peut pas, c'est pas très grave, mais c'est bien de recruter quand même dans nos CFA. Je vais vous dire un petit exemple sur Melun. Je travaille, alors c'est un peu à part, parce que je travaille avec le conseil départemental qui se trouve juste à côté, et l'an dernier, en fait, ils n'appliquent pas tout à fait les mêmes règles au niveau de la fonction publique. Donc, on s'est fâché un peu parce qu'ils nous donnaient des portions congrues pour la formation de nos BTS et ainsi de suite. Et la dame, si vous voulez, la recruteuse, s'est fâchée avec nous. Elle a dit, je ne vous prendrai plus d'apprentis. On s'est dit, dommage, on a recruté ailleurs, c'est pas grave. Cette année, elle est revenue parce qu'elle a trouvé que nos apprentis étaient quand même un peu mieux, comment dire, mieux élevés, ils avaient les soft skills qui leur correspondaient, ainsi de suite. Elle avait recruté sur d'autres CFA où elle a été obligée de se séparer quand même de plus de la moitié des apprentis. Donc on voit bien que là-dessus, nous avons, nous aussi, enseignement catholique, en recrutant des jeunes, en leur disant qui nous sommes, comment on doit... Enfin, il y a tout ça correspond à ça, et donc nous recrutons aussi, nous, des jeunes qui correspondent à nous, enseignement catholique. D'accord? Et puis, bien sûr, on reçoit les candidats. Et ça commence, et après, on fait un choix. Donc, associer le maître d'apprentissage au recrutement, alors ça dépend un petit peu des structures. Il y a des structures où il y a beaucoup de monde, il y a des structures où il y a peu de monde. Alors, quand on a un maître d'apprentissage, je crois qu'il y a une question là-dessus, de toute façon, c'est bien, parce que c'est bien aussi qu'il rencontre le jeune, parce que c'est lui qui va se déplacer lorsque le CFA va organiser une des réunions entre le maître d'apprentissage et le jeune pour leur expliquer ce qu'on attend du maître d'apprentissage, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, dans des petites structures, de toute façon, un chef d'établissement peut être aussi un maître d'apprentissage. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de multiples compétences ou d'avoir une grosse structure pour pouvoir trouver un maître d'apprentissage. Mais c'est vrai que c'est important, ce 1, 2, 3, 4, même si on peut les mélanger un peu, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas y couper, ce sont les besoins. Si on ne commence pas par ça, on ne peut pas recruter un apprenti. D'accord? Les besoins actuels comme les besoins futurs. Voilà, je crois que j'ai essayé de résumer d'une façon simple un petit peu comment ça se passe, mais c'est une procédure qui est relativement longue. Ça ne paraît pas, ça prend un mois et demi pour arriver à recruter un candidat. Parce que les besoins, il faut avoir réfléchi en amont, mais ça n'empêche pas, lorsqu'on décide de recruter, on se remet à réfléchir un petit peu, parce qu'on se dit, on a dégrossi les choses, il faut aller plus loin. Ensuite, trouver la formation, alors ça dépend de chacun. Vous voyez, là, je recrute quelqu'un en communication pour l'année prochaine, une licence.
en apprentissage, donc va avoir plus de 21 ans, donc ça va me coûter dans le budget, j'ai fait mon prévisionnel, enfin ainsi de suite. Donc par rapport à ça, ça demande ensuite à trouver le CFA. J'ai trouvé un CFA dans l'enseignement privé, donc il va nous envoyer des candidats, on en a 4 à recevoir, donc voilà, donc on va les recevoir. Bon, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, hein, on voit bien qu'il faut les recevoir. Moi, j'ai donc mon responsable de l'enseignement supérieur qui va les recevoir, ensuite le maître d'apprentissage, ensuite il y a moi. On voit bien que c'est tout un cheminement qu'il y a à mener, et donc ça s'anticipe, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter un apprenti, tiens, j'ai un besoin au fin août, début septembre. Non, ça c'est anticipé pour la rentrée suivante. Donc il faut s'y mettre dès maintenant. Voilà. Exactement ça. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Ça, c'est important. Et parce qu'une fois que vous avez recruté, c'est pas fini. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de procédure. On voulait vous partager le fait qu'il y a un CERFA à compléter spécifique. Alors, le CFA, généralement, vous accompagnera pour compléter ces éléments, mais il y a un CERFA donc, à formaliser dans le cadre de l'apprentissage selon des modalités qui sont spécifiques. Et dans le cadre du recrutement, il y a également une convention de formation qui se fait entre l'établissement et le CFA. Qui formalisera en fait la prestation du CFA. Et j'ai un point de vigilance important à vous partager au sujet de la convention de formation, c'est de regarder si le coût de formation du CFA donne lieu à ce qu'on appelle dans notre jargon apprentissage un reste à charge. C'est-à-dire que le CFA va vous demander de compléter le coût financier de l'apprenti. C'est tout à fait faisable, mais il ne faudrait pas en être surpris. Il faut l'avoir vu au démarrage et pas passer à côté au moment de la contractualisation avec son CFA. Enfin, vous pourrez être aidé également par Acto, c'est notre OPCO, qui se charge alors pas vraiment enregistrer, mais d'assurer le dépôt par l'intermédiaire de l'OPCO. On dépose les contrats d'apprentissage qui sont après enregistrés à la DGEFP et qui permet de bénéficier de ces aides. Des aides dont bénéficient les entreprises pour l'embauche d'apprentis. Également, Acto a mis en place des conseillers pour aider les établissements au recrutement. Il y a un numéro vert que nous vous avons indiqué ici. Et il y a également sur leur site une cartographie de toutes les formations en apprentissage recensées, ce qui peut être aussi un outil pour vous aider à identifier la formation que vous recherchez dans le cadre de votre recrutement. Alors, on avait prévu quand même de vous partager quelques points de vigilance pour mettre en œuvre un projet de recrutement en apprentissage. D'abord, comme vous le disiez à l'instant Jacques, le calendrier de recrutement, en gros, c'est pas mal de s'en occuper en amont d'une rentrée. On ne va pas redire ce que Jacques a déjà dit, mais globalement, les jeunes sont en ce moment en train de chercher un contrat d'apprentissage. S'en occuper en septembre, c'est encore possible, mais c'est un peu tard. Sur le rôle de maître d'apprentissage, peut-être, Jacques, c'est un point qui peut faire peur également aux établissements. Je te laisse partager ce point important qui peut être identifié comme un frein au recrutement d'apprentis. Oui. Alors, le maître d'apprentissage, on n'est pas obligé d'avoir, je dirais, quelqu'un de très haut niveau pour pouvoir encadrer un maître d'apprentissage. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, le chef d'établissement peut encadrer un maître d'apprentissage. C'est simplement d'abord surveiller ce qu'il fait. Quand je dis surveiller, on verra après, parce que je crois qu'on en parle, tous les problématiques de retard et ainsi de suite, hein, donc là-dessus. C'est aussi voir si les compétences que l'on demande correspondent bien au diplôme, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a ce qu'on a imaginé et ce qui est fait réellement. Ça, c'est donc le maître d'apprentissage est là, et il participe à les 2 réunions par an aussi au maître d'apprentissage au niveau du CFA pour bien comprendre quelles sont les exigences du CFA, comprendre aussi, je dirais, le rôle du CFA. D'accord, hein, chacun a un rôle, tout ça est déterminé. Donc le CFA va dire, voilà, ça relève du maître d'apprentissage, ou du moins de l'entreprise et du maître d'apprentissage qui est présent. Ça relève du CFA ou de l'UFA dans lequel l'apprenti est en formation. D'accord? Donc tout ça, c'est quelque chose qui se fait conjointement.
De toute façon, il faut savoir que s'il y a un souci, nous, par exemple, lorsque nous avons quelqu'un on se pose des questions par rapport au maître d'apprentissage, on prend toujours contact. Et quand réciproquement, quand le maître d'apprentissage a des questionnements à se poser, il prend contact avec le CFA. D'accord? L'important, c'est d'avoir bien positionné avant les compétences, d'avoir bien vu que l'entreprise va être capable de valider ses compétences, et puis après, bon, bah, ça se fait tout seul. Hein, donc, il faut simplement que le jeune se sente aidé quand il y a un souci, accompagné, quelquefois aussi d'être recadré, hein, parce que je crois qu'il faut se dire que ce sont des jeunes, hein, donc ils sont pas parfaits, mais ça ne veut pas dire que les vieux sont parfaits. Mais je veux dire simplement que ils sont en devenir, quoi. Hein, donc par rapport à ça, alors c'est ça qu'il faut admettre aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que ça va être quelqu'un d'opérationnel tout de suite à 100%. Il va monter en compétences petit à petit. D'accord? C'est ça qui est important, d'où les aides, d'où le fait, d'où l'anticipation, d'où le travail de GPEC. Enfin, on voit bien que tout est lié dans tout ça, hein, pour justement se permettre de, petit à petit, qu'il rentre dans les compétences qu'on attend et qu'il puisse être opérationnel. D'accord? Il faut savoir qu'on, quelquefois d'ailleurs, on a du mal parce qu'on a du mal à garder un apprenti, parce que l'apprenti peut aussi avoir, ça lui permet d'obtenir un diplôme, imaginons un BTS ou un CAP, et ensuite il a envie de continuer dans d'autres diplômes. Alors soit on peut le garder, soit il va aller dans une autre entreprise, donc c'est quelquefois un peu ingrat. Mais je dirais que nous retirons, nous en tout cas, les maîtres d'apprentissage, ou même quand nous avons des apprentis, nous sommes contents d'avoir, parce que c'est notre rôle aussi, hein, nous sommes éducateurs avant tout, nous sommes contents de voir les jeunes évoluer en compétences et on se dit finalement, c'est un travail, enfin c'est une formation qui est extrêmement bénéfique. Ils acquièrent en même temps des connaissances théoriques et en même temps des connaissances pratiques de l'entreprise. Donc, même s'ils nous quittent, il ne faut pas être déçu, on reprendra un autre apprenti, ça nous demande du travail, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est notre rôle. Hein. On fait bien ça avec les jeunes que nous recevons, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, ils partent. Ben, c'est exactement pareil, certains restent, tant mieux, hein, mais c'est, je veux dire, pas tous. Hein. Il faut apprendre aussi à ce que nos entreprises soient on est une entreprise de formation. Hein. Donc, par rapport à ça, ben, on forme pour qu'ils puissent partir aussi. Rester si ça les intéresse, mais aussi pour qu'ils puissent partir. Je te laisse finir pour le début du contrat. Oui, un point de vigilance, c'est qu'on peut démarrer un contrat d'apprentissage jusqu'à 3 mois avant de la date d'entrée en formation et jusqu'à 3 mois après la date d'entrée en formation. Après, ça ne fonctionne plus, d'accord? Sur les points de vigilance, on a également le suivi des absences. Il faut savoir qu'un jeune en contrat d'apprentissage est un salarié en formation et s'il est absent en CFA, c'est une absence qui est déduite de son contrat de travail, de sa rémunération. Donc, c'est un point important à suivre. Il est aussi important de savoir que le contrat d'apprentissage doit couvrir la diplomation du jeune. Donc, normalement, doit aller jusqu'au diplôme. Hein, et à l'issue de l'obtention de son diplôme, le jeune a la possibilité de dénoncer son contrat d'apprentissage parce que son diplôme obtenu, il peut demander à mettre fin à son contrat d'apprentissage. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous pourriez embaucher un jeune en contrat d'apprentissage qui porte, mettons, jusqu'à fin août. Puis en fait, finalement, mi-juillet, le jeune apprend qu'il a son diplôme et donc interrompt un mois plus tôt, profiter de l'été. Son contrat d'apprentissage, il peut le faire, c'est un point. Il devait en être informé. Il y a également le cas des ruptures. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des ruptures de contrat d'apprentissage, certes dans la période d'essai. Et après, par contre, c'est plus compliqué. Normalement, comme un CDD, on n'interrompt pas un contrat d'apprentissage, sauf d'un commun accord avec l'apprenti. L'apprenti, lui, a la possibilité de rompre son contrat d'apprentissage après avoir rencontré le médiateur de l'apprentissage, qui est une personne attachée au CCI. Je ne sais pas si sur ces points, tu veux rajouter des éléments, Jacques? En général, on a eu quelques ruptures de contrat. Alors, c'est plutôt là, je me mets dans l'optique de directeur de CFA. On a quelques ruptures de contrat. C'est toujours compliqué d'abord, parce que ce sont des jeunes qui se sont fourvoyés la plupart du temps, ou qui n'ont pas d'un seul coup découvrent que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils attendaient. Donc, c'est quand même un travail à faire avec l'entreprise, le CFA, et c'est des rencontres. Il faut
faut que le jeune souvent, c'est lui qui démissionne voilà. Mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas, parce que ça veut dire qu'on a fait un mauvais positionnement du jeune. On n'a pas, c'est un peu notre faute. Hein. Donc là-dessus, chaque année, on en a un ou deux comme ça qui arrivent. Ça peut arriver. Enfin bon, voilà, il faut savoir que ça peut arriver, c'est exceptionnel. Alors peut-être après, vous dire que vous avez des éléments pour vous aider, pour vous accompagner, et peut-être je vais donner la parole à Aurélie pour pouvoir les introduire. Oui, merci. Donc au niveau en fait des métiers, donc si vous posez la question de savoir sur quel métier en fait on peut recruter en contrat d'apprentissage, donc nous on a développé avec la branche et les partenaires sociaux une cartographie des emplois repères avec en fait pour chaque emploi repère en fait des caractéristiques avec des activités et des compétences. Et donc vous pouvez recruter dans les domaines de la vie scolaire, vous pouvez également recruter dans les fonctions de gestion administrative et financière, mais également en entretien, maintenance des équipements, en restauration, hein, puisqu'il y a beaucoup de certifications professionnelles dans les métiers de la restauration. Et en plus, cette branche en fait aussi est habituée à contractualiser avec des jeunes au niveau de l'apprentissage. Donc il y a beaucoup de formations et donc du coup vous allez pouvoir recruter dans ces métiers-là. Et puis il y a aussi des fonctions techniques et de services. Et puis toutes les fonctions annexes et connexes aussi aux établissements, avec aussi des enseignements dans le supérieur. Donc, il ne faut pas oublier aussi que l'apprentissage peut être aussi sur des certifications qui sont de niveau supérieur. Donc voilà pour en fait les emplois, les métiers sur lesquels vous pouvez recruter sur le contrat en apprentissage. Et donc, par exemple, pour notre branche, on a eu donc de la part des services de notre OPCO en fait le top en fait des actions de formation qui ont été contractualisées avec nos établissements dans le cadre des contrats d'apprentissage. Et donc, c'est le CAP anciennement petite enfance, donc qui s'appelle maintenant accompagnement éducatif petite enfance, qui en fait arrive en tête en fait des contractualisations en contrat d'apprentissage, suivi en fait aussi des services aux personnes et ventes espace rural et le BTS gestion de la PME. Et je rebondis en fait sur cette troisième certification dans le top pour rebondir sur la question de comment en fait par rapport au tutorat pour la gestion en fait de la PME, quel est le profil en fait des tuteurs pour ce type de contrat en apprentissage? Tu rebondis pour nous poser la question? Oui, voilà, c'est la question. C'était une des questions du fil. Comme en fait, il nous reste 4 minutes pour les questions-réponses, voilà, je voulais prendre une question du fil. C'est simple, hein, le profil du maître d'apprentissage. Alors, pour moi, c'est le responsable du CFA. Quel est le responsable qui est le maître d'apprentissage? Voilà. Alors, peut-être l'attaché de gestion. L'attaché de gestion, ça peut être quelqu'un qui a des compétences dans ce que nous demandons. Hein, à ce niveau-là. Et à défaut, je pense peut-être plus aux petites structures qui ont quelquefois, je dirais, ça peut être le chef d'établissement. Tout à fait. Ouais, je partage complètement. En tout cas, peut-être pour arriver jusqu'aux questions, on vous a partagé ici une cartographie des CFA de l'enseignement catholique avec les liens vers leur site web pour vous aider dans vos recrutements, parce que ça paraîtrait quand même pertinent de favoriser un recrutement au sein d'une de nos structures et vous dire que globalement, que ce soit la branche, la FNOGEC ou l'agence, nous sommes là pour vous aider. Et peut-être comme ça nous permet d'arriver, de nous demander 1 ou 2 minutes pour les questions. Voilà, il y avait une question sur est-ce qu'il existe une formation pour justement préparer le maître d'apprentissage à ses fonctions? Oui, il existe des formations, tout à fait. Il y a même eu une démarche de certification, de reconnaissance de certification de fonction de maître d'apprentissage. Alors, il est évident qu'il est important qu'on puisse identifier que le maître d'apprentissage, c'est d'ailleurs dans la loi, que le maître d'apprentissage a les compétences pour être maître d'apprentissage, donc compétences pour transmettre à son apprenti. Je crois que notre branche aussi organise des formations pour les tuteurs. Non? En tout cas, on en finance. On en finance, oui. Oui, on en finance, c'est ça. Donc, par rapport au contrat, donc Émilie, vous nous avez dit qu'en fait, il fallait compléter en fait ce fameux CERFA. Est-ce qu'on est, en tant qu'OGEC, on doit aussi faire un contrat de travail en CDD?
Il y a une obligation. Oui, c'est la trame du contrat de travail, en fait. Et on est obligé de la suivre, en fait. D'accord. Donc, en fait, le CERFA fait office de contrat de travail. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre document administratif en gestion du personnel. Tout à fait, exactement. Alors, il y a une question, là. Pourra-t-il bénéficier des aides de l'État pour recruter un nouvel apprenti? Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier d'une aide. Après, il y a quand même quelque chose d'important, c'est le suivi de l'apprenti. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et ça, donc, on va le demander. Ça peut être un questionnement qui peut être demandé parce que ça fait partie, je dirais, le CFA va se poser des questions. Il fait quoi? Parce que de toute façon, le CFA, lui, doit rentrer dans une certification Calliope, et dans cette certification, de toute façon, on doit rendre compte du devenir des apprentis qu'on a eu en formation, et donc ça peut être interpellant. Mais pour l'instant, je ne vois pas ce que ça peut faire si pendant 2 ans, on fait une formation et on reprend un apprenti après dans le même type d'apprenti. Pour moi, il n'y a aucun souci. Donc, à ce niveau-là, on peut bénéficier de toutes les aides. D'ailleurs, je l'ai fait en informatique, et on a bénéficié des aides. Voilà, nous sommes arrivés au terme en fait de ce webinaire sur le contrat d'apprentissage. Donc vous pourrez télécharger le support et revisionner en fait ce webinaire. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir répondre à toutes les questions du fil. Du coup, en fait, on fera une petite synthèse pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions. Émilie, un dernier mot? N'hésitez pas à adresser moi directement les questions. J'y répondrai volontiers par mail. Vous me passez un petit message et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, merci à vous pour votre écoute et merci à Émilie et Jacques pour ce webinaire très instructif sur le contrat en apprentissage. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.